Pour qu'une personne au salaire moyen atteigne la fortune d'Elon Musk, il lui faudrait travailler pendant 8 millions d'années. C'est 30 fois plus longtemps que l'existence même de l'humanité. Et dans le temps qu'il m'a fallu pour vous dire cela, Elon vient d'engranger 100 000 $ supplémentaires. Mais voici le plus fou. Elon n'est même pas la personne la plus riche de l'histoire. Il n'en est même pas proche. Si l'on remonte dans le temps, certains individus donnent l'impression qu'Elon est dans la misère. Partons donc à la recherche de l'être humain le plus fortuné ayant jamais existé. Notre quête débute à la fin des années 80 avec un milliardaire colombien qui a révolutionné l'industrie des suppléments énergétiques, Pablo Escobar. Il empochait 420 millions par semaine. Mais sa fortune nette, après ajustement de l'inflation, n'atteignait que 80 milliards. Sur le papier, il ne surpasse même pas Elon. Toutefois, contrairement à tous les autres personnages de cette vidéo, la richesse de Pablo n'était pas immobilisée dans des actions ou la politique. Il possédait de l'argent liquide, littéralement. Il dépensait 1000 $ par semaine, rien qu'en élastique, pour maintenir ses liasses ensemble. Et les dégâts causés à cet argent lui coûtaient 2 milliards par an. Pablo n'était donc pas la personne la plus riche de l'histoire dans l'absolu, mais si l'on parle strictement de liquidité, il l'était probablement. Remontons maintenant le temps pour découvrir une forme de richesse très différente. Si l'univers fascinant des grandes fortunes vous captive, abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos contenus exclusifs. Nous sommes en 1945, la Seconde Guerre mondiale vient de s'achever, et en Amérique, des millions de soldats rentrent au pays. Ils retrouveront une économie ouvrière où les familles peuvent vivre sur un seul salaire. Le rêve américain est bien vivant. Comment vont les autres? C'est dans ces ruines que nous découvrons l'un des hommes les plus riches ayant jamais vécu. Joseph Staline, dirigeant communiste de l'Union soviétique, ne s'intéressait pas à l'argent. Il ne possédait pratiquement aucun bien personnel hormis ses pipes, ses livres et sa tunique militaire sobre. Il vivait certes mieux que ses citoyens, ayant accès à des choses comme la nourriture, mais il ne se prélassait pas dans le luxe. Ses bulletins de paie montrent qu'il gagnait l'équivalent actuel de 30 000 $ par mois. Mais selon son fils, il laissait simplement les chèques s'accumuler sur son bureau, et il ne possédait probablement même pas de compte d'épargne. La raison pour laquelle Staline est considéré comme l'un des hommes les plus riches de l'histoire, malgré l'absence technique d'argent, c'est qu'il n'en avait pas besoin. Il possédait déjà l'État tout entier. Toute action remettant en question son pouvoir, même une simple blague privée, vous envoyait au goulag ou à l'exécution. Staline exerçait un tel contrôle qu'après son accident vasculaire cérébral fatal, personne n'a appelé de médecin pendant 12 heures, car tout le monde avait trop peur que Staline se réveille et les punisse d'avoir agi sans ordre officiel. Donc, malgré sa pauvreté sur le papier, Staline contrôlait totalement une économie qui vaudrait aujourd'hui 10 000 milliards de dollars. Voyez-vous, pour identifier la personne la plus riche de l'histoire, nous devons penser au-delà du simple argent. Chaque individu dans cette vidéo représentera une époque différente et une forme distincte de richesse, qu'il s'agisse de pouvoir politique, de liquidité ou de capitaux propres d'entreprise. Et à la fin, un seul sera désigné comme la personne la plus riche de l'histoire. Passons donc à notre prochain concurrent. En 1909, Adolf Hitler était sans abri. Il s'était installé à Vienne pour poursuivre son rêve de devenir artiste, mais les choses ne se déroulaient pas vraiment comme prévu. Il fut rejeté de l'école d'art et se retrouva à vendre de petites peintures et des cartes postales pour subsister, dormant dans des auberges. Puis, après avoir combattu durant la Première Guerre mondiale et commencé son engagement politique, il tenta de renverser violemment le gouvernement, ce qui lui valut 9 mois de prison. Espérons qu'il utilisera ces 9 mois à bon escient. Mein Kampf, à sa sortie en 1925, ce manifeste raciste connut des ventes médiocres. Mais à mesure que la situation de l'Allemagne se dégradait, la popularité de Mein Kampf grimpa, et lorsque Hitler prit le pouvoir en 1933, le livre était partout. C'est également à cette époque qu'Hitler réalisa qu'il avait accès aux commandes développeurs. Il ordonna au gouvernement d'acheter 6 millions d'exemplaires de son propre livre et de les distribuer aux soldats, fonctionnaires et jeunes mariés. Il évita ensuite une facture de 2 millions de $ en se rendant lui-même exonéré d'impôts. Son prochain coup fut de protéger son image par des droits d'auteur, ce qui lui permit de percevoir des royalties sur chaque timbre-poste vendu en Allemagne nazie. Puis il protégea ses discours par copyright afin de collecter de l'argent lorsqu'ils étaient imprimés dans la presse. Ces flux de revenus passifs rapportèrent des millions à Hitler. À la fin de sa vie, Mein Kampf s'était vendu à environ 10 millions d'exemplaires, ce qui n'est pas un chiffre démentiel. À titre de comparaison, Anne Frank le surpassa de 3 contre 1, mais Hitler avait une dernière activité lucrative.
Entre 1933 et 1945, on estime qu'il reçut plus de 5 milliards de dollars en dons de ses partisans, provenant principalement d'hommes d'affaires fortunés. Il est impressionnant de constater combien d'argent personnel Hitler put soutirer de sa position, mais sa véritable richesse venait de sa puissance militaire. À son apogée en 1942, l'Allemagne nazie contrôlait presque toute l'Europe, volant des centaines de milliards de ressources et forçant des millions de personnes au travail forcé. Ainsi, par ses conquêtes, Hitler commandait des ressources valant 3000 milliards en dollars d'aujourd'hui, mais avant les dictateurs, un homme bâtissait un type d'empire très différent. Henry Ford eut une révélation: si vous les payez davantage et les laissez dormir, vos esclaves ne se révolteront pas. En 1914, Henry prit la décision radicale de doubler les salaires, passant de 2,50 à 5 dollars par jour. Il réduisit ensuite la semaine de travail de 6 à 5 jours. Après avoir observé le fonctionnement des usines d'emballage de viande, Ford organisa ses ouvriers en ligne, une chaîne de montage. Le résultat fut que le temps de production de la Ford Model T chuta de 12 heures à 90 minutes. Les prix dégringolèrent de 850 à 290 dollars. Et pendant 50 ans, la Model T fut la voiture la plus vendue de l'histoire. Mais la plus grande invention de Ford ne fut ni la chaîne de montage, ni la Model T. Voyez-vous, après que Ford rendit l'automobile accessible aux masses, les gens commencèrent à s'installer en dehors des villes et à faire des allers-retours au travail. Et après le succès des méthodes de production de masse de Ford, elles furent largement copiées par des entreprises et des pays. Les banlieues, les trajets domicile-travail et l'emploi du temps moderne peuvent tous être retracés jusqu'à Henry Ford, raison pour laquelle beaucoup le créditent comme l'inventeur de la classe moyenne. Donc, malgré sa modeste fortune personnelle nette de 200 milliards, l'influence massive de Ford pourrait faire de lui la personne la plus riche de l'histoire, mais le succès d'Henry ne fut possible que grâce aux hommes qui l'ont précédé. Nous sommes à la fin des années 1800. Le téléphone, le télégraphe et l'ampoule électrique sont en cours d'invention. La pollution est géniale, le travail des enfants est légal. Oui, les réglementations n'existent pas. Les longues heures et les équipements de travail dangereux offrent aux employés un sain équilibre entre travail et mort. Le décor est planté pour un capitalisme maximal. 3 hommes définiront cette époque. Le pionnier étant Cornelius Vanderbilt, qui conquit l'industrie ferroviaire et mourut avec plus d'argent que le trésor américain. Vint ensuite Andrew Carnegie, qui fit fortune dans l'acier, puis consacra le reste de sa vie à la philanthropie. Et c'était à une époque avant les avantages fiscaux caritatifs. Il était réellement sincère. Mais le plus riche des 3 fut John D. Rockefeller. En 1870, John fonda Standard Oil. Il écrasa rapidement ses concurrents grâce à l'innovation et en les arnaquant. Et dans les années 1880, il contrôlait 90% du raffinage pétrolier américain. Mais son empire s'effondra en 1911 lorsque la Cour suprême des États-Unis déclara Standard Oil monopole illégal et ordonna son démantèlement en 34 nouvelles sociétés. Cette punition judiciaire détruisit la fortune de Rockefeller et il finit par mourir dans la pauvreté, je plaisante. Après le démantèlement, il détenait des parts dans chacune des nouvelles entreprises et la valeur de leurs actions explosa, le rendant plus riche que jamais. La dissolution antitrust aboutit à ce que Rockefeller devienne le premier milliardaire au monde. Et à son apogée en 1913, il valait 2% du PIB américain. Les estimations de sa fortune personnelle en dollars actuels vont de 400 à 600 milliards, faisant potentiellement de lui la personne la plus riche de tous les temps. Mais avant les barons voleurs, une famille finança des empires entiers. Nous sommes en 1744. Les États-Unis n'existent pas encore. L'espérance de vie est de 30 ans. Les villes regorgent de maladies. Il n'y a pas d'électricité. Dans un petit ghetto juif, Mayer Amschel Rothschild naît. Il débute dans les affaires à un jeune âge, passant de marchand de pièces rares à banquier prospère. Puis, au début des années 1800, il lance une conquête. Il envoie ses 5 fils dans les 5 centres financiers clés d'Europe. Chaque fils accomplit sa part, et avant l'invention du téléphone, les Rothschild ont établi le premier réseau bancaire international. Ils financent des guerres et la reconstruction en temps de paix, paient des projets massifs comme le canal de Suez et accordent des prêts qui sauvent des économies nationales. Mais les Rothschild ont un sérieux problème. Pendant des siècles, les Juifs en Europe avaient été interdits de posséder des terres, exclus de la plupart des industries et menacés de confiscation de biens ou d'exil. Donc, afin d'assurer leur survie, les Rothschild investirent dans des actions, des obligations et des dettes plutôt que dans des actifs tangibles comme l'or ou l'immobilier qui auraient pu être saisis ou détruits. Une autre méthode qu'ils utilisèrent pour garantir que leur richesse reste dans la famille, la technique du cousin.
Grâce à des tactiques financières et à l'inceste, les Rothschild parvinrent principalement à éviter la persécution. Mais l'étendue de leur richesse aujourd'hui est largement débattue. Certaines estimations ont prétendu que les Rothschild possèdent une valeur nette actuelle de 500 000 milliards. Mais le seul Rothschild que vous trouverez aujourd'hui sur la liste Forbes des plus riches est Jeff Rothschild. Il vaut 2 milliards. Il travaille chez Facebook et il n'est pas lié aux Rothschild. Les Rothschild ne possèdent plus beaucoup de richesses familiales centralisées, mais à leur apogée, leur valeur totale aurait constitué la plus grande fortune unique de l'histoire. Au niveau individuel, le plus riche fut Nathan Rothschild. Selon les estimations, sa fortune nette maximale aujourd'hui s'élèverait à environ 20 milliards, mais son pouvoir et ses connexions auraient probablement valu bien davantage. Pour trouver notre prochain prétendant au titre de personne la plus riche de l'histoire, retournons en Europe dans les années 1500. Christophe Colomb vient de rentrer d'Amérique. L'Église possède tout et Jacob Fugger naît dans une riche famille allemande. Après avoir hérité de l'entreprise familiale, Jacob commence à l'étendre du commerce marchand à la banque. Et bientôt, il accorde des prêts massifs pour financer tout, des projets artistiques aux guerres et élections. En 1519, il dépensa l'équivalent moderne de centaines de millions de dollars pour faire élire l'empereur Charles Quint. Mais lorsque Charles fut lent à rembourser ses dettes, Jacob lui envoya une lettre courroucée lui rappelant sa place. Il est bien connu et clair, comme le jour que votre majesté impériale n'aurait pas pu revendiquer la couronne romaine sans mon aide. L'histoire se répète. Les officiels de l'Église finirent par s'endetter tellement auprès de Fugger qu'ils commencèrent à vendre des laissez-passer pour le paradis appelé indulgence. Cela mena à une protestation qui conduisit à une révolution religieuse. Fugger avait plus d'influence que les rois, mais c'était aussi un homme bon. Il créa le tout premier complexe de logements sociaux, et à ce jour, 150 personnes vivent encore dans ces appartements au coût $1 par an, ainsi que 3 prières quotidiennes obligatoires pour la famille Fugger. À son apogée, Jacob possédait 2% du PIB européen, ce qui équivaudrait à environ 400 milliards aujourd'hui. Mais la personne la plus riche de l'histoire se trouvait peut être plus loin encore dans le temps. En 1324, un homme entreprit un pèlerinage à travers l'Afrique. Son nom était Mansa Moussa et il était le roi de l'Empire du Mali. Le Mali possédait beaucoup de sel et beaucoup d'or. Énormément d'or. Tellement d'or que lors du pèlerinage de Moussa, il se couvrit, lui, son entourage de 60 000 personnes et ses centaines d'animaux, de milliers de kilos d'or. Puis il distribua tellement d'or qu'il déstabilisa les économies locales. Il emprunta donc l'or, ce qui répara le problème, jusqu'à ce qu'il rembourse toutes les dettes d'un coup et que tout s'effondre à nouveau. Après ce road trip à plusieurs milliards de dollars de Moussa, il commença à apparaître sur les cartes parées d'or, cimentant sa réputation dans l'histoire comme le flexeur originel, mais estimer sa fortune nette est pratiquement impossible puisque tous les récits du périple de Musa proviennent de témoignages de seconde main. On pense que Musa contrôlait environ la moitié de l'offre mondiale d'or et le chiffre le plus courant que j'ai trouvé pour sa valeur totale était 400 milliards. Mais de nombreux chiffres allaient beaucoup plus haut. Donc, en fonction de la quantité de ressources précieuses sous son contrôle, Mansa Moussa pourrait être la personne la plus riche de l'histoire. Mais remonter 100 ans en arrière, et il y avait un homme avec un type de richesse très différent. Au début des années 1200, Gengis Khan contrôlait plus de terres qu'aucun homme. Son empire mongol couvrait près de 20% de la superficie terrestre de la Terre, faisant de sa valeur nette, estimée aujourd'hui, 130 000 milliards. Mais c'est légèrement trompeur. Genghis n'eut jamais vraiment beaucoup de richesse personnelle, et cela fut en réalité vital pour son influence. Plutôt que de prendre pour lui-même, le butin de guerre était redistribué aux soldats et commandants pour promouvoir la loyauté. Gengis portait les mêmes vêtements et mangeait la même nourriture que son équipe. Il dormait sous des tentes et demanda à être enterré sans marque ni signe. Gengis Khan ne désirait pas vraiment la richesse ou les possessions personnelles, mais en fonction de son contrôle territorial, il pourrait avoir été le type le plus riche ayant jamais vécu. Mais allons encore plus loin dans le temps, jusqu'à l'an 1 après J.C. Les gens vivant à cette époque n'ont aucune idée qu'ils traversent un tournant de l'histoire. En fait, ils ne savent même pas quelle année c'est. Les Romains pensent que c'est l'an 754, les Juifs pensent que c'est 3761, les Chinois pensent que c'est l'an 9, et pour les Grecs, c'est 194. Chaque pays fait un peu sa propre affaire. L'Amérique construit des villes primitives grâce aux Mayas. L'Inde commerce par l'océan et la route de la soie. La Chine vient d'inventer le papier. Et à Rome,
Auguste César prospère. Quelques années auparavant, il vainquit Marc-Antoine et Cléopâtre au combat et s'empara de l'Égypte comme propriété personnelle. Il contrôle désormais environ 20% de la production économique de Rome, ce qui inclut les flux fiscaux, le trésor, les mines d'or et d'argent et les revenus des terres conquises. Il possède également une méthode lucrative qui consiste à tuer des personnes riches de son propre empire juste pour prendre leurs biens. Après le décès de César en l'an 14, il est officiellement déclaré Dieu, un dieu avec une valeur nette estimée à l'époque moderne de 5000 milliards de dollars. Mais remontons encore 900 ans en arrière. La civilisation en est à ses débuts. La plupart des gens vivent des vies courtes et difficiles. L'argent sous forme de pièces n'existe pas encore. Le roi Salomon règne sur le royaume d'Israël, collectant l'or par tonnes. Ses revenus fiscaux annuels s'élèvent à 666 talents d'or. Il se prélasse dans ses richesses avec ses 700 épouses. Et en argent d'aujourd'hui, il vaut plus de 2000 milliards. Mais tout cela provient de récits bibliques écrits des centaines d'années après qu'il aurait vécu. Lorsque nous remontons aussi loin dans le temps, les détails deviennent flous. Les récits écrits sont rares et incroyablement biaisés. Nous ne saurons jamais vraiment qui fut l'homme le plus riche de l'Antiquité. Alors, qui est la personne la plus riche de l'histoire? En regardant ce graphique, il semble qu'il y ait beaucoup de gens qui donnent l'impression qu'Elon est dans la misère. Mais ces chiffres ne racontent pas toute l'histoire. Écoutez-moi bien. En 1913, John D. Rockefeller valait 2% du PIB américain. Aujourd'hui, Elon Musk vaut 4% du PIB américain. Donc Rockefeller détenait une part plus importante de l'économie, rendant sa valeur nette, ajustée à l'inflation supérieure, à celle d'Elon. Mais voici le hic. L'économie américaine aujourd'hui est 22 fois plus importante qu'elle ne l'était en 1913. Rockefeller avait une plus grosse part d'un gâteau beaucoup plus petit. Les chiffres estimés ne racontent pas l'histoire de la manière dont le monde entier est devenu de plus en plus prospère au fil du temps. Elon est désormais le plus gros poisson dans le plus grand bassin ayant jamais existé. En plus de cela, sa richesse est une fortune personnelle. Elle est bien documentée et vérifiable. Contrairement aux figures antiques comme le roi Salomon, elle ne disparaîtrait pas s'il perdait ses positions de pouvoir. Contrairement aux dictateurs et chefs d'État, il peut y accéder pour tout ce qu'il veut. Et il maîtrise une technologie que les figures anciennes considéraient comme de la sorcellerie. Elon est la personne la plus riche de l'histoire, avec ses 400 milliards aujourd'hui. Finalement, quelqu'un deviendra encore plus riche, mais d'après l'histoire, tout le monde deviendra aussi plus riche. Abonnez-vous pour en savoir davantage sur les grandes fortunes et les structures qui ont façonné notre monde.